Et c'est un auteur près de chez nous que nous accueillons aujourd'hui. Jean Fouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Nyons en 1936. C'est exact. Ardéchois depuis plus de 40 ans. Et j'ai retenu de vous 2 phrases qui en disent long sur vous en peu de mots. La littérature et l'histoire m'ont permis d'exister. Et encore, chez moi, l'écriture a fini par prendre le pas sur l'engagement politique. Et c'est précisément de littérature sur fond d'histoire dont il est question avec votre roman Hors le vent, que vous avez édité en 2012 dans votre propre maison d'édition, JFE Éditions. Oui. Jean Fouquet, vous êtes un ancien d'Algérie, anticolonialiste. Vous avez participé activement à des luttes syndicales et politiques. Comment justement l'écriture a pris le pas chez vous sur l'engagement politique ? Je me suis un peu fatigué des engagements qui, hélas, ne menaient pas à grand-chose, mais je n'ai quand même pas perdu mes convictions initiales. Disons que je ne suis plus un militant actif, ni au parti où j'ai adhéré pendant plus de 30 ans, ni au syndicat auquel je suis toujours adhérent, comme retraité, sans fonction particulière. Et c'est une autre façon pour vous de combattre que d'écrire ? Ah, tout à fait. C'était mon projet dès l'origine, de combattre par l'écriture. Mais j'ai pensé que le combat de ma vie, finalement, c'était de sortir du trou dans lequel m'avait plongé la guerre d'Algérie. Alors en effet, vous avez fait plusieurs livres sur fond d'histoire, et celui-ci, Hors le vent, on va d'abord parler de son titre, oui, qui est extrait de La légende des siècles de Victor Hugo. Je suppose que ce n'est pas un hasard. Je suppose que ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qui vous rapproche ? De Victor Hugo ? Oui. Oh, disons, je n'aurais pas la prétention de me rapprocher de Victor Hugo. Alors j'ai retenu ce vers qui est la chute, comme on dirait, d'un poème qui s'appelle La duègne et l'infante, et qui se termine par « Tout sur terre appartient au prince hors le vent ». Alors il faut peut-être que je vous explique un peu ce que j'ai voulu dire par là. Pour moi, le prince, dans ce cas précis, c'est la société, c'est la règle, la loi, la norme. Et le vent, c'est tout ce qui nous file entre les doigts et qu'on ne peut pas raccrocher, la démesure, la déraison, la folie. Avant tout, je considère que la plus grande des folies pour les hommes, c'est la guerre. Alors, on y reviendra, effectivement. Oui. Hors le vent, c'est donc un polar. On est à Nyons dans les années 1936-1945. Vous pouvez nous camper la situation un petit peu ? J'ai fait un polar, mais je vous précise qu'il est sans flic, sans juge. Ce qui veut dire que ce n'est déjà plus tout à fait un polar. C'est un roman noir. C'est un roman noir, plutôt, qui fait appel à la réflexion du lecteur, qui est lui-même chargé de trouver les coupables, s'il y en a, de trouver les responsables, moi, et éventuellement de les juger, ce que je ne fais pas. Je pense que, de temps en temps, si on lit attentivement, on peut apercevoir mes préférences personnelles. Mais finalement, tout ce que j'essaye de faire, c'est de faire ressortir dans chacun, même celui qui est le plus noir, sa part de lumière et sa part d'ombre. Et c'est une histoire qui se joue un petit peu à huis clos, chacun est enfermé dans son propre milieu et avec ses propres démons, c'est ça ? Oui, tout à fait. Surtout, je ne veux pas faire un échantillonnage complet de la société nyonsaise à l'époque. Ce sont des éléments choisis, mais qui ne constituent pas un échantillonnage représentatif. Et chacun dans cette société essaie de prendre le pouvoir sur les autres par tous les moyens possibles. C'est une question de pouvoir comme la guerre est une question de pouvoir aussi. Non, je ne pense pas que c'est une question de pouvoir, c'est une question de survie plutôt dans un monde difficile. Bon, vous êtes trop jeune pour avoir connu cette période. C'était dur. La mort rôdait à chaque pas, même si on n'était pas sous les bombardements. On ne mangeait pas tous les jours à sa faim. Il fallait savoir s'engager ou rester entre deux eaux. C'était des moments très difficiles, autant à la campagne, puisque nous étions à la campagne, qu'à la ville où ça se présentait dans des conditions différentes. Qu'est-ce que ce roman doit justement à votre enfance que vous avez passée à Nyons ? À un moment précis, j'ai voulu, comme on dit, farfouiller un peu dans le grenier de ma mémoire. Et j'y ai retrouvé, de toute évidence, quelques événements très précis de l'histoire locale, dont j'ai été... Alors,
le témoin direct, avec mes yeux d'enfant, je dis toujours, mais que j'ai aussi très directement subi. Par exemple, au printemps 44, je crois que c'était au mois d'avril, je descendais tranquillement du quartier de la Maladrerie jusqu'à la place aux Herbes, si vous connaissez Nyons, où j'allais prendre ma leçon de musique. Et quand je suis arrivé dans la rue, qui s'appelle encore la rue des Déportés, qu'est-ce qu'il y avait aligné contre une façade, une centaine de personnes, les mains sur la tête, dont mon père, des voisins et le curé qui me faisait le catéchisme. De trouille, j'en ai laissé tomber le violon, j'ai couru me réfugier chez ma grand-mère, et là s'est arrêtée ma carrière de virtuose du violon, n'est-ce pas? Un autre élément aussi, c'est qu'à la même période, un avion Bosch, on aurait dit à l'époque, n'est-ce pas, a mitraillé sur la route d'Orange des jeunes gens, faisant au moins un mort et plusieurs blessés. Le mort, c'était le fils on l'appelait le commissaire de police, c'était le policier municipal de l'époque, monsieur Croiset. Sur les vieux nuancés connaissent encore, certainement. Et le même avion, mais je ne le savais bien sûr pas, a eu la bonne idée de venir survoler en rase-motte le quartier où j'habitais, c'est-à-dire le quartier de la Maladrerie, et il m'a balancé une rafale devant les pieds. Voilà, alors ce sont des choses dont on se souvient. Alors je pourrais vous parler aussi du massacre du docteur Bourlong, des fusillés de Valréas, je l'ai pas vu directement, mais j'en ai entendu parler, des premières photos qui ont circulé à Nyons, des massacres du Vercors. Donc tout ça m'a laissé des souvenirs impérissables. Alors, dans votre roman, on a l'impression que vous poussez les personnages pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans la violence. Voilà. C'est un petit peu la violence et la folie, d'ailleurs. Il y en a qu'un seul sur lequel personne ne pourra trancher. C'est le cas du personnage, je dirais pas principal, mais central, le docteur Delaine. Alors, le docteur Delaine, justement, c'est un personnage très ambigu. Tout à fait. Il est rongé dès l'enfance par des zones d'ombre qui empoisonnent complètement sa vie. Sa vie de famille, oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que je peux en dire? Moi, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas s'il est coupable ou non coupable à la fin. Il ne sait jamais choisir. Il n'a pas osé s'engager carrément dans la résistance, mais il a aidé le facteur, par exemple, qui lui était un résistant planqué. On l'accuse, tout au moins, d'avoir commis un crime terrible envers une petite fille. Moi, je ne suis même pas persuadé qu'il a fait le geste. Il a peut-être eu l'idée, mais je ne sais pas. Et c'est lui-même qui le dit à la fin. Il ne le sait même pas lui-même, je crois. Il dit le diable et le bon Dieu se disputent en mon âme. Je ne suis pas croyant, je vous précise, mais bon, il faut bien trouver des mots, quoi. Alors, vous-même, autant que lui, le docteur Delaine, vous semblez très intéressé par voir les limites de la folie, jusqu'où on peut aller pour entrer dans la folie, comment on en ressort. Voilà justement le problème qui est posé et auquel je n'apporte aucune réponse. Dites-moi, qui peut me dire où passe la limite entre la raison et la déraison, entre la folie et le corps sain, dans l'âme saine dans le corps sain? Ça, je ne sais pas, mais c'est le lot de tous les hommes, je crois, ça. Voilà, donc dans votre roman, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture possibles. Le roman lui-même, si on veut, et puis derrière, un petit peu, l'histoire de la guerre, la folie de la guerre qui se développe et dont vous parlez. Alors justement, est-ce que à travers ce roman, on retrouve un petit peu vos idées et votre vision de la réalité sociale de l'époque? Est-ce qu'on retrouve l'homme engagé à travers ce roman? Mais enfin, la vision du monde que j'ai toujours eue ne peut plus sortir de moi. Je suis à gauche, je suis à l'extrême gauche. Je crois que j'y resterai tant que le monde existera, pour moi. C'est-à-dire pas très longtemps encore. Il m'a semblé que vous faisiez sauter les limites du temps et de l'espace par votre style et par le rythme du récit. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est l'histoire qui s'est imposée d'elle-même? C'est ma façon d'écrire et qui me reste d'un vieux réflexe, ce qu'on appelait dans le temps, mais que vous n'avez peut-être pas connu, de la distanciation brechtienne. C'est-à-dire, Brecht, c'était le grand auteur dramatique allemand, peut-être le plus grand du siècle précédent, qui avait pris pour principe ce qu'il appelait d'un nom allemand que j'ai oublié, ou que même je n'ai jamais connu, qu'on traduisait en français par distanciation, qui est l'art d'être toujours en retrait de ses propres écrits.
d'avoir toujours du recul, de jamais se laisser intoxiquer par son propre récit. Vous passez d'une époque à une autre, Oui. assez insensiblement, sans avertir vraiment. Ouais. Ça correspond à une intrigue, justement, où tout est mêlé. Oui, mais j'ai toujours fait ça, mais en me méfiant, parce que ça m'a joué un mauvais tour, ce genre de style. J'ai écrit un premier livre sur la guerre d'Algérie, qui s'appelait Hôtel S. Salem, et qui fait des allers-retours continuellement entre mon enfance, le moment de la guerre d'Algérie, et 30 ans après la guerre d'Algérie. Et si seulement j'avais eu l'idée à l'époque de mettre des dates précises, comme je l'ai fait dans Hors-le-Vent, au début de chaque chapitre, mes clients, mes lecteurs tout au moins, s'y seraient retrouvés. Et ils ne s'y sont pas bien retrouvés. Le livre n'a eu pas grand succès, à tel point que je suis en train de le réécrire. Et que peut-être il paraîtra l'année prochaine. Merci Jean Fouquet d'être venu nous parler de Hors-le-Vent, un roman noir en effet, où l'on frissonne dans le nuance des années 1938-1945, et un roman que vous avez publié en 2012 dans votre propre maison d'édition JFE Édite. Merci. Oui. C'est moi qui vous remercie. Tu me demandes si j'ai combattu le racisme et le colonialisme. Tu voudrais savoir si je suis en paix avec ma conscience. Je te ferai la réponse de Don Juan Asganarelle. C'est une affaire entre le ciel et moi, et nous la réglerons ensemble sans que tu te mettes en peine. Le temps finit par émousser les lames de la révolte, mais j'ai des alibis. Sur mon petit carnet bleu, compagnon des solitudes, j'avais écrit ce vers de Pablo Neruda. Je ne partage pas le crime. Et puis, j'ai consacré quelques pages de littérature à cette sale guerre. Cadeau pour toi, je vais te lire un poème. Les jardins d'Alcantara. Les femmes, de guerre lasses, lavaient leurs bouquets de linge aveuglant dans l'oued Alcantara. En face, nous marchions comme des somnambules, ne pouvant plus porter le soleil. Un instant désarmé, près du train mort qui agonise dans les fleurs de grenadier. Un capitaine ivre, à minuit, cueille des rameaux d'olivier pour sa chèvre. Admirable le jour, sans peur par les chemins minés, d'un caillou même toute ombre est incertaine. Il marche sûr de lui et de la solidité du monde. Est-il possible de retourner son fusil contre soi? Quand chaque instant les battements du cœur hésitent entre la soulographie des matins de printemps et le couteau pour partager le pain du crime, là-bas, de l'autre côté de la mer, souriant en plein vent comme une voile blanche, une fille que tu ne connais pas, ignorante du sang et des labyrinthes qu'il traverse pour ébaucher le moindre mot. Elle lave ses bras nus à la fontaine de l'église, elle n'attend que toi. Elle te guidera parmi les anciennes demeures d'ardoise où roucoulent les pigeons. Et j'aurais tout oublié, tout, sauf la nostalgie perpétuelle des fleurs de grenadier. Amour, battant voile de soie à la tempête de la guerre. Amour, que ta lumière m'habite jusqu'à la fin des fleurs de grenadier.
La plus belle image que je ramène d'Algérie n'a pas pu être mise en boîte par l'Azaï Pentax. C'est celle des nuées de petits colons en vacances, au rythme des chansons et du tambourin, en rang bruyant mais ordonné, casquettes ou draps de bain de couleur pour uniforme, déferlant pour le bain de mer sur la plage de Sidi Fredj Moretti. Venus de la Casbah de Constantine, peut-être, ou des balcons de Roufi dans les gorges des Aurès, ils emporteront avec eux la nostalgie de l'air marin et d'une certaine joie de vivre qu'ils ignoraient pour la plupart. L'image de la colo, 1000 fois vue sur les plages de France il y a 35 ans, appelle une première observation. La mer, le repos, les sites, le tourisme quoi. Boumedienne a voulu les offrir en priorité aux titulaires de la nouvelle nationalité algérienne. Et les touristes étrangers le ressentent avec un brin d'amertume. Les cartes postales vendues dans les échoppes ou les magasins sont de médiocre qualité. Le courrier circule mal et, bien pire, derrière les façades splendides des hôtels rêvés par Fernand Pouillon, s'installe le délabrement et les blattes, l'inconfort et le service un peu juste, les chats faméliques. Autre observation, dans ce pays neuf, bourré de contrastes, il faut surtout bien se garder des généralisations et des conclusions hâtives. Des cartes postales, en voilà par centaines, banales, racoleuses, obligatoires comme l'arrêt pipi ou l'arrêt photo dans un voyage organisé. Femmes voilées traquées par l'objectif, mosquées en vert et blanc, joueurs de dominos sur le sable, ruelles puant la merde et les détritus, souk d'El Oued embaumé de menthe fraîche, palmeraies de Gardaïa où, selon la légende, les femmes mozabites, en l'absence de leur époux, séquestrent jusqu'à plus soif l'homme seul qui leur tombe sous la main. Encore et encore, en vrac, la ville sainte de Beni Yzguen, où les femmes fuient devant les touristes. Tizi Ouzou et la forêt de Yakouren. Une engueulade pour une histoire de verre avec le directeur de l'hôtel de Tougourt. 4 femmes en blanc en prière dans un cimetière rocailleux. Chorba et thé à la menthe. Arrêt trempette à Hammam Bescoutine, le bain des damnés. Les 5 villes du Mzab et la mosquée de Sidi Ibrahim.
Neves. 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 J'ai ramené bon nombre des questions posées dramatiquement dans les rues d'Alger par les émeutes d'octobre 1988 et très peu d'éléments de réponse. Quel peut être l'avenir de l'Algérie écartelée entre le charme discret du capitalisme qui donne du travail et les intégrismes multiples? Frères musulmans fascinés par l'Iran, intégristes à la mode de Biskra, à la recherche du contact avec l'Occident et buvant des doubles ricards camouflés dans l'orangeade, entre la modernité ravageuse, l'influence subtile des Mozabites doués pour les affaires et l'éventualité d'un coup de force militaire qui revisserait les boulons du socialisme pour le meilleur ou pour le pire. Depuis les événements d'octobre, on nous laisse la possibilité de tout dire, marmonne Nadja, étudiante de 22 ans, et elle ne s'en prive pas. Provocante dans son langage et sa tenue, elle a du mal à s'y retrouver avec l'islam collé à sa peau intérieure. Mais nous laissera-t-on faire? Faire quoi? Interrogation sans réponse, et il ne nous appartient pas d'anticiper. Même le chauffeur du car touristique qui, lui, a connu la guerre d'indépendance, à l'époque, dit-il pudiquement, et qui arrête son véhicule pour la prière du vendredi, ne se risque pas à des paris sur l'avenir, même s'il se fait un malin plaisir d'ironiser sur la pagaille et l'incurie des hôtels du secteur public. Pour nous, qui débarquons du pays de la frénésie, comme l'appelle l'écrivain Rachid Mimouni, c'est l'évidence. La situation économique est pour le moins difficile et la crise pétrolière n'explique sûrement pas tout. Il faut voir le détuement des étalages et les queues devant les souks El Fella, supermarchés d'État, le grouillement des jeunes désœuvrés dans les villes du Nord, le trafic ouvert sur le dinar, les files de camions en attente nuit et jour à la cimenterie de Sour El Ghozlan, anciennement Omal, les retards pris dans le domaine de l'hygiène, du mode de vie quotidien, du logement, et le retour épisodique ou définitif des travailleurs émigrés vient compliquer le système laborieusement mis en place et qui a connu des échecs retentissants.
Arrêt de l'expérience des villages socialistes et de la collectivisation des terres. Des questions qui ne pourront rester longtemps sans réponse, exacerbées par une démographie galopante. Nous sommes bien mal placés pour venir prêcher des leçons. Les traces, en noir et blanc, positifs, négatifs, des colonisations successives restent bien apparentes. Ruines romaines de Tipaza à Timgad, tombeau du Médracène, expédition Citroën, basilique Saint-Augustin d'Annaba, où le père Lucien dit la messe le dimanche. Splendeur de l'hôtel de ville de Skikda, ex-Philippeville, où une équipe transcrit les anciens registres d'état civil. Une plaque de marbre dans le bric-à-brac des fouilles de Guelma. À ses morts pour la France, la paroisse reconnaissante. Et oublié sur les pitons dominant la voie ferrée, les miradors où les petits soldats parfumés de l'armée française montaient la garde sur la civilisation et le pétrole du Sahara. Dix-sept orages sahariens simultanés prennent d'assaut le Mirador. La pluie goutte des toits d'argile, blessant le sommeil inquiet des soldats. Les fusils rouillent. La radio, gerbe de silence et d'étincelles électriques, trace la frontière réelle d'un pays sans nom. Veilleurs, les deux pieds dans la boue de glaise, à renfort d'amitié, tisane chaude pour la nuit, Philippe Maurice, André Breton, penses-tu t'opposer à l'inexorable envahissement du sable ?
now the day has come. The day has come for you not to make me cry. Bon baiser de Gigel, souvenir de Béjaïa, bijoux d'Azazga, de la Kabylie à Annaba, anciennement Bonne, la côte méditerranéenne, c'est vraiment la merveille du monde annoncée par le guide bleu. À 100 mètres, plein les yeux. Plein les oreilles aussi. Qui n'a pas entendu, au hasard d'une nuit d'insomnie moite, l'appel à 3 voix des muezzins d'Eloued garde une lacune dans sa culture. Allah est grand, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Venez à la prière, venez au salut. Allah est grand. Puis l'égosillement des coqs et le hennissement des bourricots. À Eloued encore, le boucher à son échoppe chantait pour le public comme un napolitain, battant la mesure avec ses grands couteaux. Et le bruissement indicible de la foule dans les rues piétonnes d'Alger, ou encore à la fraîche, le long des plages d'Annaba qui sentent le mouton grillé et le jasmin. Des cartes postales encore pour l'album Souvenir. Couleur des hauts plateaux, barrages verts mis en place inlassablement par les bidasses et les jeunes volontaires pour ralentir la remontée du désert jusqu'à Marseille. Paysages rudes et grandioses des Aurès, Batna, Harris, les gorges de Timigamine et Biskra la Blanche.
chameau sur les dunes au coucher du soleil, mirage de sel, pieds brûlés à la recherche des roses de sable, de l'eau, palmiers mitraillés par le bayoud et le criquet pèlerin. Et quelle aubaine! Un mariage à Tamélat, you-you, poussière et eau parfumée. Déjà s'installe la nostalgie sur le chemin du retour par Larouat et Boussaada, la cité du bonheur. Dans nos bagages, une certitude pèse plus lourd que les tapis de Gardaïa et les cuivres de Constantine. L'Algérie existe, nous l'avons rencontrée.
μούτρα. Κλαίω και γίνεται άντες αμάν αμάν το δάκρυ να με κάψει. Κι είναι η καρδιά μ' αναγαπεί. Κι είναι η καρδιά μου αναγαπεί που με γοργό να αρπάξει. Τρένα σταματάει ο Κουταλιανός, έντρες ροκανίσει ο Κουταλιανός, βγαίνουν να γκρεμίσει ο Κουταλιανός. Καρμασάει σίδερα και κάνει το λιωτάρι στο τσάρι του ο Κουταλιανός. Γκρέμισαν το ψάρι στη γύρα του μπρος, αχ πως τη φοβάμαι ο λοπός Κουταλιανός. Τρέμισαν το ψάρι στη γύρα του μπρος, αλλά μην το πείτε κανένας. Δεν έπεσε κόμπους ο Κουταλιανός, καταπίνει γλόμπους ο Κουταλιανός. Είναι παλικάρι ο Κουταλιανός, tigri και λιοντάρι ο Κουταλιανός. Καρμασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσάρι του ο Κουταλιανός. Γκρέμισαν το ψάρι στη γύρα του μπρος, αχ πως τη φοβάται ο φτωχός Κουταλιανός. Γκρέμισαν το ψάρι στη γύρα του μπρος, αλλά μην το πείτε κανένας.
ψάρι στην κυρά του μπρος, αλλά μην το πείτε κανένα. Όμορφη πυρεώτησα, όμορφη πυρεώτησα, όμορφη πυρεώτησα και Χατζικυριακιώτησα. Με τρέλαναν τα χείλη σου και το μορφό κεφάλι σου. Στορκίζομαι στα μάτια μου, στορκίζομαι στα μάτια μου, στορκίζομαι στα δύο πως χωρίζομαι, στα κόβτερα λεβίδια σου, στα μάτια και στα βρύδια σου. Διαλέξτε παιδιά, 5 εκατοστάρικα. Και της καρδιάς μου αρχόντισα. Θα πάρω στράτες να σε βρω, να δεις το πόσο σ' αγαπώ. Take it
terrasse de l'hôtel Alexandros la musique des boulevards d'Athènes. Léophoros, Vassilissis Sophias.